Imaginez, 2 élèves révisent pour le bac. L'un travaille 10 heures par jour, sans pause. L'autre seulement 6 heures. Mais au final, celui qui a travaillé moins obtient la meilleure note. Pourquoi ? Parce qu'il a utilisé une meilleure méthode, plus efficace. Eh bien, dans l'économie, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas toujours en travaillant plus qu'on produit plus. Parfois, il suffit d'avoir la bonne idée, une organisation plus maligne, une innovation technologique, une découverte scientifique, et soudain, on peut produire plus avec les mêmes moyens. C'est ça le cœur de la croissance économique sur le long terme. Non pas empiler toujours plus d'usines ou d'heures de travail, mais trouver comment faire mieux avec ce qu'on a déjà. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Voix des sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, place au 2e épisode de notre série consacrée à la croissance. Dans le premier épisode, nous avons vu que la croissance peut venir de l'accumulation du capital et du travail. C'est ce qu'on appelle la croissance extensive. Mais ce type de croissance, aussi utile soit-il, tend à s'essouffler avec le temps, jusqu'à mener à un état stationnaire. Alors, que faire pour dépasser cette limite ? Comment passer du simple produire plus au produire mieux ? Aujourd'hui, on va explorer 3 réponses possibles. D'abord, le rôle du progrès technique. Ensuite, celui des innovations et des entrepreneurs. Et enfin, l'importance des institutions, ce cadre invisible mais essentiel qui rend tout ça possible. Comment certains pays parviennent-ils malgré tout à maintenir une croissance sur le long terme, voire à l'accélérer ? Qu'est-ce qui leur permet de produire toujours plus, sans simplement utiliser plus de ressources ? Pour commencer, il faut comprendre qu'il existe un autre type de croissance, la croissance intensive, qui repose sur une meilleure productivité. En clair, il ne s'agit plus d'additionner du travail et des machines, mais de rendre chaque heure et chaque outil plus efficace. Par exemple, une usine qui fabrique 100 voitures par jour au lieu de 80 avec le même nombre d'ouvriers et de machines est plus productive. Aujourd'hui, l'exemple est frappant dans l'automobile. Tesla produit environ 2 millions de véhicules par an en 2023, soit 10 fois plus qu'il y a seulement 5 ans, grâce à son expansion et aussi à l'automatisation et aux logiciels qui pilotent la production. Les économistes mesurent cette efficacité globale avec la productivité globale des facteurs, souvent retrouvée sous le nom de PGF. La logique est simple. Quand on calcule la croissance d'un pays, on peut la découper en 3 morceaux. Une partie vient de l'augmentation du travail, par exemple quand plus de personnes sont employées. Une partie vient du capital, comme l'achat de nouvelles machines ou la construction de nouveaux bâtiments. Et tout le reste, ce qui permet de produire plus sans ajouter de travail ni de capital, c'est donc la productivité globale des facteurs, PGF. Exemple, en France, entre 1995 et 2019, la croissance moyenne du PIB par an était d'environ 1,5%. Dans ce total, le facteur travail a contribué à environ 0,3 points de pourcentage. Le facteur capital, environ 0,4 points de pourcentage. Et enfin, la PGF, 0,8. Autrement dit, plus de la moitié de la croissance ne vient ni des machines ni des bras supplémentaires, mais bien de cette efficacité accrue. C'est la PGF qui traduit les gains liés au progrès technique. Et vous pensiez que la croissance venait surtout de travailler plus ou d'innover mieux ? Et c'est justement là qu'intervient un 3e facteur essentiel, le progrès technique. Il ne s'agit pas seulement d'inventions spectaculaires, mais de tout ce qui améliore la manière de produire. Des nouveaux procédés de fabrication, comme les chaînes de montage automatisées, de nouveaux produits comme les smartphones, ou encore de nouvelles organisations du travail comme le télétravail ou le lean management. Prenons un exemple concret, la généralisation des smartphones.
En 2023, plus de 5,4 milliards de personnes en possédaient un. Une innovation qui a bouleversé notre manière de communiquer, d'apprendre, de travailler, et qui a transformé la productivité dans presque tous les secteurs. Pour l'économiste Robert Solow, c'est le principal moteur de la croissance à long terme. Il l'appelle même le résidu, ce qui reste quand on a retiré l'effet du capital et du travail. Mais attention, le progrès technique ne tombe pas du ciel. Il est souvent le fruit de choix économiques, et il génère des effets positifs qui dépassent largement leur objectif initial. Par exemple, quand une entreprise investit en recherche et développement, elle peut faire émerger des innovations bénéfiques à tout un secteur. On l'a vu avec les vaccins à ARN messager, financés pendant la crise Covid, ils ouvrent aujourd'hui la voie à des traitements contre certains cancers. Quand l'État améliore son système éducatif, il élève le niveau de compétence de toute la population. La France consacre, par exemple, 6% de son PIB à l'éducation, un pari sur l'avenir. Quand un individu se forme, il accroît sa productivité, mais aussi celle de ses collègues et de ses partenaires. Quand des infrastructures publiques, routes, internet, transports, sont développées par l'État, elles profitent à l'ensemble de l'économie. En France, plus de 80% des foyers sont raccordés à la fibre. Résultat, un télétravail facilité, un e-commerce accéléré et une diffusion instantanée des idées. Pour que cette dynamique fonctionne, 4 types de capitaux doivent être accumulés et combinés. Le capital physique, les machines, les bâtiments. Le capital technologique, les innovations, les brevets, etc. Le capital humain, l'éducation, la santé, les compétences. Et enfin, le capital public, les infrastructures et les services publics. Et lorsque ces 4 formes de capitaux progressent ensemble, elles se renforcent mutuellement. Résultat, une croissance qui devient auto-entretenue. C'est la croissance endogène. Ce n'est pas une croissance qui vient de l'extérieur de l'économie, mais bien une croissance qui est endogène, qui s'entretient à l'intérieur même de la dynamique économique. Un autre grand nom mérite d'être cité ici. Joseph Schumpeter. Pour lui, la croissance n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une aventure faite de bouleversements rythmée par l'innovation. Schumpeter parle de destruction créatrice. Chaque grande invention détruit un ancien secteur pour en faire naître un nouveau. Par exemple, le streaming a remplacé les DVD et les vidéoclubs. Netflix, Disney+, nous montrent une nouvelle façon de consommer. Les films, les séries et les documentaires. Résultat, une entreprise bien connue à l'époque, Blockbuster et ses milliers d'emplois ont disparu. Mais en parallèle, des dizaines de milliers de postes se sont créés dans le design d'interface, le traitement des données ou encore la production de contenus originaux. Résultat, l'innovation détruit des emplois, mais en crée aussi des nouveaux, et souvent plus qualifiés. Et vous, auriez-vous préféré vivre à l'âge d'or des vidéoclubs ou à l'ère du streaming illimité ? Au cœur de ce mouvement, pour Joseph Schumpeter, il y a l'entrepreneur, celui qui ose, qui innove, qui prend des risques. Sans entrepreneur, pas de diffusion du progrès technique, pas de croissance durable, mais rappelons-le, sans institution pour le protéger, pas d'entrepreneur non plus. Et justement, c'est là qu'interviennent les institutions, ce terreau invisible mais indispensable de la croissance. En économie, une institution désigne une règle, une norme, une organisation qui structure les comportements dans la société. Les institutions de marché créent un environnement propice à l'innovation et à la croissance. Droit de propriété, système juridique fiable, monnaie stable, liberté d'entreprendre. Bref, elles offrent un filet de sécurité à ceux qui veulent innover. Un entrepreneur peut avoir une idée brillante, mais pour passer du rêve à la réalité, il lui faut un cadre juridique
claire, un accès au financement, des collaborateurs formés, des infrastructures solides et surtout, la possibilité de rentabiliser son innovation. C'est là qu'intervient le brevet. Il garantit un monopole temporaire sur une invention et incite à prendre des risques avec l'espoir d'un retour sur investissement. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, n'aurait jamais pu lancer ses innovations sans un environnement institutionnel robuste aux États-Unis. Brevets pour protéger ses créations, financement pour les développer, talents formés pour les concevoir, justice stable pour les sécuriser. Ce terreau institutionnel lui a permis de transformer des idées en produits révolutionnaires comme l'iPhone. Et la dynamique continue. En 2023, Apple a investi plus de 30 milliards de dollars en recherche et développement. Preuve que la stabilité institutionnelle reste un moteur puissant pour innover. Et vous, si vous aviez une idée de génie, oseriez-vous vous lancer ou resteriez-vous bloqué par la peur du risque ? En résumé, la croissance économique peut venir de l'accumulation du capital et du travail. C'est la croissance extensive. Mais à long terme, ce modèle s'essouffle. Le vrai moteur, c'est la croissance intensive, portée par la productivité globale des facteurs, autrement dit, produire plus efficacement grâce au progrès technique. Et ce progrès technique n'est pas une manne tombée du ciel comme l'a dit Robert Solow. Il est endogène, il résulte de l'accumulation des capitaux. Machines et infrastructures pour le capital physique, savoir et compétences pour le capital humain, innovation et brevets pour le capital technologique, services et équipements collectifs pour le capital public. Il prend vie grâce aux entrepreneurs qui transforment ces ressources en innovation concrète, en prenant des risques. Mais pour que tout cela fonctionne, il faut un cadre institutionnel solide, droit de propriété, règles claires, financement, justice fiable. Ce sont des institutions qui sécurisent l'initiative et permettent à la croissance de durer. En clair, la croissance, c'est une dynamique à plusieurs étages. Les facteurs de production, la PGF, l'innovation, l'entrepreneur, les institutions qui soutiennent le tout. Dans le prochain épisode, on basculera de l'autre côté du miroir, car cette croissance, si précieuse, pose aussi des défis majeurs. Inégalité sociale, pression environnementale, soutenabilité.